L'âge des possibles, par Sylvain Bourmeau et Thierry Grillet, en collaboration avec les Inrecuptibles. Bonjour, aujourd'hui je reçois Marie Dariussec, qui est une jeune femme de 27 ans, qui est romancière, ou plutôt en passe de devenir une romancière publique, puisque c'est son premier roman qui va sortir dans 3 jours dans les librairies. Il s'appelle Truisme. Elle est normalienne. Bonjour Marie Dariussec. Bonjour. C'est un roman qui vient de loin, à tous les sens du terme, ce truisme, enfin ces truismes. Moi je suis née au Pays Basque. Au Pays Basque on tue le cochon. J'avais peut-être 6 ans la première fois où j'ai vu tuer le cochon, ce qui est une expérience assez traumatisante. Puisque on attrape la bête qui est très grosse, on la ligote, on y va avec un couteau, on l'égorge, on la fait saigner, elle se vide de son sang, et il y a des cris absolument abominables. Et ce sont des cris qui retentissaient dans le village et que j'entendais depuis ma maison. Et puis bon, cette fois où j'ai vu tuer le cochon, une fois que le cochon est mort, on attrape du papier journal, on fait cramer la couenne et les poils, les soies du cochon. Ça sent très mauvais, très fort. Et après, on y va, on découpe. Et en particulier, on libère les entrailles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des entrailles. C'est bleu, irisé, très pâle. Et ça tombe d'un coup. C'est extrêmement impressionnant. Je pense que le livre sort un peu de ces cochonnailles-là. J'ai vu ma mère aussi faire les rillettes, faire le boudin. Enfin, c'est des choses qui marquent. C'est pas seulement un souvenir d'enfance, ce roman, puisque ce premier roman, c'est l'histoire d'une femme qui se métamorphose progressivement et de façon aléatoire, c'est-à-dire au fil du temps, elle est de temps en temps truie et de temps en temps femme. Oui. C'est une sorte de balancier entre un être animal et un être femme. C'est un parcours, c'est un corps au féminin. Donc effectivement, ça vient de très loin de mon enfance et de mon corps au féminin qui était enfantin. Et puis effectivement, par-dessus tout ça, ne serait-ce que le cheminement de la puberté a quelque chose d'extrêmement traumatisant aussi, une transformation du corps, les seins qui poussent, etc. Il y a ça aussi qui est dans ce livre. Simplement, je l'ai poussé vers la monstruosité, parce que il y a un aspect, peut-être mal assumé chez beaucoup de jeunes femmes, du corps féminin comme un monstre, alors que finalement, en face, le corps de l'homme est peut-être au fond, à mon avis, je parle personnellement, mais beaucoup plus apprivoisé finalement, beaucoup plus connu, quelque chose de plus lisse, de plus musclé, enfin voilà. Donc il y a un peu ces 2 corps-là face à face dans ce livre, au départ. C'est quelque chose que vous avez essayé de domestiquer, cette peur des transformations du corps féminin. Oui, mais comme toutes les gamines de 12 ans qui ont leurs premières règles, qui voient leur corps changer, etc. Bon, j'ai pas, pour moi, l'équivalence femme-cochon, évidemment, c'est du pur jeu dans l'histoire. C'était aussi parce qu'il y a tout un discours un peu macho, etc., qui est parfois même repris par des femmes, où en fait l'insulte suprême pour une femme, c'est quand même grosse truie. Donc j'ai voulu mettre ce fantasme et cette insulte en jeu aussi là-dedans. Alors c'est un souvenir qui vient de loin, et puis aussi probablement c'est une vocation qui vient aussi de loin, la volonté de devenir écrivain, et peut-être de passer par la métamorphose en truie, en quelque chose de monstrueux pour écrire, car en réalité, truisme, c'est l'autobiographie d'une truie. Oui, c'est l'autobiographie d'une truie, c'est une truie qui parle, qui écrit. Bon, là, il y a plein de choses. Là, la vocation d'écrivain, ça démarre aussi très tôt dans ce village. Ça n'a rien à voir a priori avec les cochonailles. Mais donc, j'apprends à lire, à écrire et ça vient tout de suite. Tout de suite, j'ai eu envie de raconter des histoires. Et ça venait aussi des livres que je lisais dans mon enfance. À quel âge alors ? J'ai commencé à lire très très tôt, en fait, j'ai appris sur le tas dans Astérix, en fait. Et donc à partir de 5 ans, je lisais Oui, des choses comme ça, toute seule dans mon coin, quoi. Et c'était vraiment la grande découverte. Il y avait un scénario qui avançait, il y avait des événements qui s'agençaient les uns les autres, il y avait une logique narrative, maintenant je le dis avec ces mots-là, mais... Et ça allait vers une fin, et j'avais envie de dévorer, justement, de savoir comment ça se terminait. Et ça m'est toujours resté. J'écris toujours en pensant
au lecteur et en me disant il faut lui donner envie de tourner les pages et de connaître la fin. Donc ça, c'est cette pulsion, cette tension narrative, c'est quelque chose que je désire et que j'essaie de mettre en pratique. Vous parliez de Oui Oui, c'est la littérature enfantine, ça a été un peu votre bibliothèque de référence? Comme tous les gamins de cet âge-là. Déclencheur en tout cas? Oui, un déclencheur. Donc j'ai découvert qu'on pouvait raconter des histoires. Déjà, ça c'était beaucoup. Et puis, vous avez un premier souvenir, une scène primitive comme ça de la première histoire? Parce que le truisme, c'est pas très loin non plus du conte d'enfant. C'est l'histoire d'une truie, et puis d'une truie qui devient amoureuse d'un loup, c'est-à-dire d'un homme qui se transforme en loup, parfois d'un lycanthrope. Oui, en fait, c'est des histoires de cochons-garous et de loups-garous qui finalement arrivent à vivre ensemble. Bon. Mais le tout premier souvenir, c'est Oui Oui et Monsieur Gros Matou, que je conseille à tous les enfants. Et il y avait une image sur ce livre qui était une image, en fait, je le sais maintenant, j'ai gardé le livre, une image de cour de ferme, finalement on n'en sort pas. Et je me rappelle très bien que je garde ce souvenir très fort, j'avais 5 ans, donc je n'arrivais pas à lire cette image, les traits se mêlaient, il y avait je sais maintenant qu'il y avait 3 poules au premier rang, un fermier et au fond une ferme, et je n'arrivais pas à relier les traits entre eux, les poules se mélangeaient au pied du fermier, etc. Je n'arrivais pas à lire l'image. Et pour le texte, c'était la même chose, je n'arrivais pas à... Je voyais les sens des mots et je me rappelle très bien ce problème de trouver le sens général de la phrase. Des femmes sans visage, à la télé, sages, soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. qui avez choisi, Marie Dariussec, c'est vous qui avez choisi ce disque? Oui, c'est... de Truand. Oui, j'adore la musique. C'est drôle, hein, parce que vous n'avez pas l'air comme ça d'être une violente, de parler de sang, de truie, de monstruosité. J'aime bien ce mélange entre une vie finalement très calme et puis des choses qui sont en moi qui sont extrêmement violentes, quoi. Noir Désir,
C'est des clichés tout ce que je vais dire, mais c'est la rage contre cette société pourrie, etc. Mais ils le disent très bien, ils le chantent très bien. Il y a beaucoup de pêche, beaucoup d'énergie. Il y a une phrase de cette chanson qui me plaît beaucoup, c'est « Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien », ce qui me paraît très bien illustré des choses que peuvent ressentir peut-être des gens de ma génération. Je pense peut-être même à la mettre en exergue dans mes prochains romans. Et puis, ça me fait... Il y avait aussi, à l'époque où, disons, j'ai commencé à tâtonner un peu dans la littérature, à démarrer vraiment des romans, j'avais 15-16 ans. Il y avait un petit groupe qu'on connaît plus trop maintenant, qui s'appelait Taxi Girl, et qui chantait aussi une chanson qui disait « Dites-le fort, nous sommes jeunes, nous sommes fiers ». Et ça me remet vraiment les tripes, quoi. C'était pas forcément de la très bonne musique, j'en sais rien, j'ai pas de critères, mais vraiment ça me remet les tripes, cette énergie, quoi. Alors vous êtes passé de la province, du lycée de Bayonne Mhm. à Normal Sup à Paris. Vous avez eu donc un parcours assez savant, de plus en plus savant, et d'une Ouais. certaine façon, on pourrait dire que Truisme, c'est à la fois quelque chose qui ressemble à un conte pour enfants avec des loups et une truie et un cochon, mais c'est aussi les métamorphoses d'Ovide, l'âne d'or d'Apulée, l'âne de Lucius de Patras. Bon, C'est toute cette littérature de devenir animal qui hante la littérature. quand j'ai écrit ce livre, j'ai absolument pas pensé à tout ça et j'ai même pas pensé à la métamorphose de Kafka. Je l'ai écrit dans une innocence bizarre d'ailleurs, puisqu'effectivement toute cette culture, on me l'a inculquée, etc. C'est après que ça m'avait paru évident qu'il y avait tout ce devenir animal par derrière, quoi. J'ai vraiment eu envie de raconter l'histoire d'une femme qui se transforme en truie. C'était une idée qui me plaisait, j'avais envie de voir ce que ça donnait je me suis vraiment... j'ai l'impression de m'être réveillée un matin en me demandant, bon voilà, je suis là devant ma glace, je me brosse les dents et je me dis, qu'est-ce qui se passerait si tout à coup, sur mon visage, sur mon corps, je voyais apparaître des symptômes et que petit à petit, il faille me rendre à l'évidence, je suis en train de devenir une truie. Qu'est-ce que ça me ferait? Est-ce que ce serait vraiment un cauchemar? Est-ce que ce serait pas au contraire quelque chose qui me plairait profondément après tout? Et comment réagiraient mes proches? Comment réagirait mon homme, mes amis? Et puis, évidemment, toute la société. Il me semble que si ça arrive à un individu, et en particulier une femme, ça met en jeu d'énormes tabous, toute une mythologie donc de l'animal, mais aussi, ça ne peut que déglinguer totalement une société qui est déjà en train de se déglinguer. Il me semblait que c'était au fond un mode révolutionnaire. Et d'ailleurs, Noir Désir est complètement dans cette mouvance-là. Je ne crois pas du tout être une révolutionnaire dans l'âme, mais là-dedans, il y a aussi une énergie qui me provoque et qui me fait avancer quelque part, quoi. C'est pas seulement une hypothèse d'école, c'est pas- pas seulement un axiome de départ, c'est aussi Pas quelque du tout, chose, non. j'allais vous dire, c'est presque analytique. Oui, bon, l'hypothèse d'école, tout le côté normal sup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Moi, j'ai toujours voulu faire normal sup dès que j'ai su que ça existait. Parce que je savais que c'était une école où on était payé pendant 4 ans et logé en plein Paris, ce qui pour moi provincial était forcément le rêve. Et pour moi, c'était une super bourse d'écriture. Donc pendant 4 ans, j'ai écrit comme une folle et j'ai vraiment appris le métier, là. Il y a eu des journées, j'ai écrit 10 heures par jour, quoi. Et dans ma petite piole d'étudiante à Normal Sup, c'était vraiment formidable. Pour tout ce qui est, par contre, le substrat littéraire acquis, les métamorphoses d'Ovide, etc., j'ai pas l'impression Il n'y a pas d'échange entre non, les deux. il y a pas... Je le vis vraiment comme ça, aussi bizarre que ça puisse être, il n'y a pas d'échange entre les deux. Ça parle de la sexualité au féminin pour vous, en tout cas. Oui, cette histoire de truie qui a l'air un peu plaquée, peut-être comme ça. Je l'ai écrit très inconsciemment. Je l'ai écrit en 1 mois et demi, c'est sorti d'un coup. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça voulait dire plein de choses sur le corps au féminin et sur donc tout ce que ça peut provoquer chez les hommes, chez les autres. Et tout ce que ça dérange, tout ce que ça fiche en l'air. Bon, ça m'excitait, vraiment. Est-ce qu'il y a eu d'écrire ça. une expérience qui vous est marquée dans votre corps, qui vous est marquée dans votre sexualité, en tout cas pour votre sexualité, parce que il y a presque une sorte d'idée de défouloir, quoi, dans ce truisme. La truie se jouit par tous les bouts, si j'ose dire. Alors, est-ce qu'il y a une expérience comme ça fondatrice qui vous est marquée Il n'y a pas d'expérience fondatrice qui soit vraiment du domaine de la sexualité, et puis j'ai pas envie d'en parler là de toute façon, mais il y a une expérience très forte et une expérience qui est vraiment du domaine de la vitalité. C'est que comme beaucoup, je pense, de gens de ma génération,
Et c'est un discours très délicat parce qu'il y a des gens qui sont effectivement malades du sida, mais j'ai cru que j'avais le sida. J'ai cru que j'avais le sida pendant 3 mois, comme démarre Hervé Guibert, qui lui, malheureusement, en est mort. À 19 ans, ça fait donc 8 ans, j'avais 19 ans il y a 8 ans, on n'était pas encore vraiment imprégné de toute cette prévention, des préservatifs, etc. Et on vivait quand même encore très librement. Et donc j'ai eu le flip sida, parce que c'est presque devenu une expression. Pendant 3 mois, j'ai vraiment vécu avec cette certitude que j'avais le sida, qui était corroborée par des tas d'éléments. Et puis bon, on somatise, donc j'avais déjà des symptômes, je maigrissais, etc. C'était absolument terrifiant. Jusqu'au jour où, grâce à des copines quand même, j'ai eu le courage de faire le test. Bon, il y a quand même beaucoup de gens de ma génération qui ont vécu ce moment où on ouvre l'enveloppe et où on sait que là, la vie se décide, quoi, la vie ou la mort. Et évidemment, quand j'ai vu le mot séronégatif, j'ai eu l'impression de recevoir à nouveau ma vie dans mes mains, de la voir en face de moi. C'était vraiment une sorte de nouvelle naissance. Et je suis encore dans la lancée de cette énergie-là, de cette envie de vivre-là. Quand on a vécu pendant 3 mois en se disant qu'on a très peu de temps devant soi, en particulier c'est un moment où j'ai écrit comme une folle, et pas des trucs très bons d'ailleurs, quand on reçoit à nouveau la vie comme ça, on a vraiment envie d'y aller, quoi. Et c'est cette vitalité-là que la truie exprime d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui, c'est évident que ça part de là. Et Curieusement, puis, elle n'en parle pas beaucoup. Enfin, elle ne parle pas beaucoup du sida. Elle parle non, d'autre mais chose. autour d'elle, tout le monde parle de maladie. Il est possible que le devenir truie soit une maladie, hein, qu'on puisse guérir avec des antibiotiques, j'en sais rien, hein, ou qu'on ne puisse pas guérir du tout. Je ne sais absolument pas ce qui lui arrive. Je ne sais pas si elle a une maladie, ou si au contraire, c'est quelque chose qui sort d'elle et qui représente peut-être justement une espèce d'inconscient collectif qui s'abat sur elle, sur cette fille qui a finalement les reins assez solides pour vivre ça bien et justement pour en jouir, et sans aucun tabou, bon, et sans aucune morale, c'est quelqu'un d'extrêmement immoral, et qui en même temps, évidemment, est terriblement fragilisé par ce qui lui arrive. C'est une expérience limite, quoi. Bon, ça, c'est rien de le dire, quoi. C'est une expérience qui... l'expérience dont vous parliez tout à l'heure, l'expérience du flip sida, c'est une expérience qui a aussi déterminé vos comportements Amoureux ? par rapport à l'amour, justement. Pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est facile de dire ça. Évidemment qu'après, je me suis protégée, etc. Mais là, bon, ça fait maintenant un grand moment que je suis avec quelqu'un et qu'il y a une fidélité entre nous qui est une évidence, qui est une fidélité Un de l'amour. C'est un truisme, si vous voulez. Sauf que pour le titre, pour moi, truisme était assez péjoratif. C'était plutôt des clichés. Justement, la fidélité que moi je vis, c'est pas un cliché. C'est quelque chose qui est sincère, qui est vécu. Simplement, j'ai toujours envie de cet homme-là et ça continue, c'est tout. C'est absolument pas déterminé par la crainte du sida, par des choses comme ça. Et je crois que cette fidélité, je ne sais absolument pas si c'est un phénomène d'époque, etc. Mais elle existe, elle peut exister très sincèrement. Et elle n'a rien à voir non plus avec tout ce côté politiquement correct qui vient des États-Unis en général, où on n'a plus le choix qu'entre la chasteté ou la fidélité sur 100 berges, quoi. Donc, non, on peut vivre totalement indépendamment des histoires d'amour qui génèrent cette fidélité. Point. Il n'y a rien à en dire, en fait. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à la génération précédente qui, justement... Je ne me permettrai surtout pas de lui dire quoi que ce soit. En tout cas, au discours féministe antérieur à ce discours-là, qui est un discours qui paraît plus libératoire ou plus jubilatoire. Le discours féministe antérieur a été absolument nécessaire et j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Ce qui me gêne un peu, c'est que souvent elles n'aimaient pas les hommes. Or, j'adore les hommes et justement, être fidèle, c'est aussi adorer les hommes à travers un seul. Ça, c'est pas un problème, quoi. Qu'est-ce que j'ai à leur dire ? Je crois que on peut vivre. C'est là aussi un cliché de dire ça. Vivre sa sexualité sans tabou, mais sans aucune obligation de quoi que ce soit, même de jouissance, on peut faire ce qu'on veut. Et je crois que notre génération n'a plus ce sentiment qu'il faut se battre pour ça. Je crois qu'on vit très individuellement une sexualité, finalement, me semble-t-il, relativement sereine, en dépit du sida. On fait ce qu'on veut, quoi. On se protège, évidemment, mais là-dedans, dans ce cadre-là, il me semble que justement, cette énergie, elle se passe très bien, quoi. Il me semble.
Et vous vous libérez j'allais dire, de la pression des clichés sociaux justement sur l'amour. Vous me disiez, quand on préparait l'émission, que vous lisiez énormément la presse magazine féminine. 20 ans, Marie-Claire. Là, il y a deux aspects. Bon, se libérer des clichés sociaux, c'est un travail heure par heure, au jour le jour. C'est quelque chose qui prend toute une vie. Et je crois que la littérature, c'est ça, c'est abattre les clichés, quoi. Je crois qu'on peut écrire que si on abat les clichés. Bon, je vais pas épiloguer, mais pour ce qui est de la littérature féminine, bon, moi j'adore la presse féminine, j'en jouis justement sans entrave, sans tabou, et je me moque un peu du jugement qu'on peut porter là-dessus. C'est évident qu'il y a une petite part de provoque, je sors de Normal Sup, etc., et je me balade avec Marie-Claire, mais... Vous faites plus que vous vous baladez avec Marie-Claire d'ailleurs. Ah, je le lis tous les mois depuis que j'ai 13 ans, j'ai d'abord commencé par lire ceux de ma mère, et puis je continue. Je suis même lectrice conseil, c'est ce que je vous racontais, donc pour Marie-Claire. Lire Marie-Claire, c'est 2 heures de détente par mois, mais il y a aussi Biba, Cosmopolitain, Elle, 20 ans, qui est très drôle, 20 ans, enfin bon, des tas de trucs comme ça. Et justement, en ce mois d'août, tous ces magazines féminins parlent beaucoup, et il y a un effet de surchauffe, de sexualité au Bien féminin. sûr. Bon, c'est en général un ramassis de conneries, mais au sens où il y a plein de bonnes volontés là derrière. Il y a plein de bonnes volontés. Elles veulent nous apprendre à jouir sans entrave, etc. Et puis à nous protéger, etc. Il y a beaucoup de bonnes volontés. Bon, c'est traversé par le politiquement correct de A à Z. De toute façon, je pense que ce qui est politiquement correct actuellement, c'est de parler de la sexualité. Ce qui serait réellement sincère, c'est On va s'arrêter tout de suite. Oui, alors, hein. exactement. Je crois qu'il n'y a absolument rien à dire de la sexualité. C'est quelque chose d'extrêmement personnel, individuel, et il n'y a surtout aucun parcours obligé. Et les magazines littéraires tendent à imposer des parcours obligés.
Marie Dariussec, c'était Lise Fer. Mhm. Alors, elle vous accompagne quand vous écrivez vos romans, quand vous écrivez tout simplement? Bon, j'écris Je toujours dis vos romans, mais en réalité, il y en a un seul, en tout cas, un seul un qui seul paraît. publié, quoi. Oui. Oui. J'écris toujours dans le silence. Mais Lise Fer, bon, on a à peu près le même âge. Je la connais absolument pas, elle est américaine. J'ai découvert ses disques il y a 2-3 ans et on a un peu la même voix. D'ailleurs, même son accent un peu détaché, c'est quelque chose qui me hante un peu. J'ai souvent ses mélodies et son accent dans la tête. Et on parle de la même chose au sens où on parle de ce corps au féminin qui est très facilement aliéné et aliénable. Il y a des chansons d'elle très fortes où elle raconte des expériences sexuelles de 15, 16, 17 ans, où en fait elle est également victime de tous ces clichés que trimballent les magazines, j'ai dit littéraires, mais les magazines féminins, lapsus intéressant. Mais... Aussi. et qui sont très très difficiles à vivre quand on a 15 ans, quoi. Il faut vraiment arriver, c'est tout un travail de s'en débarrasser. C'est un détachement, en fait, c'est une voie du détachement. C'est une voie du détachement et en même temps, toujours cette énergie qui va de l'avant. C'est un peu, oui, c'est un peu la voie de la truie qui est étonnamment détachée de ce qui lui arrive. Ouais. Enfin, il lui arrive plein de choses. Elle passe dans les pires dans les mains les pires qu'on puisse imaginer. Elle est parfumeuse au départ. Oui. Elle devient plus ou moins prostituée. Oui, bien sûr. Dans Ça une démarre. parfumerie. C'est quelqu'un, donc ça aussi Lise Fer en parle, c'est une femme qui est aliénée au sens où non seulement elle se fait de toute façon avoir, mais avoir à tous les sens du terme, financièrement, avoir possédé par les hommes, etc. Elle est aliénée et elle est elle-même une sorte d'alien, c'est-à-dire que cette aliénation la gagne jusque dans son corps. Elle se transforme à son insu et elle n'y peut rien, il n'y a rien à faire. Elle va arriver à osciller entre les deux états par des espèces d'efforts de volonté, mais dérisoires. Et finalement, à la fin, elle accepte cette aliénation. Et surtout, ce que je voulais dire, enfin, tout ça a été encore une fois très inconscient quand je l'ai écrit, c'est que cette aliénation peut être, et ça c'est très immoral, extrêmement jouissive, qu'on peut en jouir. Et justement, c'est cette jouissance qui existe, mais qui peut être aussi extrêmement dangereuse. Qu'est-ce qu'on en fait de la jouissance de l'aliénation, quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce pied qu'on peut prendre à être totalement aliéné et totalement bouffé par la société telle qu'elle est ? Et je pense à la télé aussi bien qu'à la politique, etc. À l'hygiénisme, à la diététique. À l'hygiénisme, voilà. Alors, le côté hygiénisme, justement, c'est évidemment également une aliénation très forte, mais qui, elle, est du côté du restrictif, du côté, un genre d'ascétisme. Hein, on va bouffer des carottes râpées et des germes de blé cuit à l'eau, quoi. C'est bon. Je trouve pas ça très jouissif, mais bon. Je préfère justement les côtes de porc bien grasses, mais bon. Et il y a tout ça, ça traverse aussi le livre, c'est-à-dire pour un monde plus sain. Hein. Elle devient, là aussi, à son insu, tout se passe toujours à son insu, même la grande histoire d'amour qu'elle vit à la fin. Elle est prise en photo quasiment à son insu et devient l'égérie d'une espèce d'affreux facho, qui est assez caricatural, mais bon. Edgar. Qui, lui, milite, soi-disant, pour un monde plus sain. Ce qui veut tout dire. Hein. C'est un monde, évidemment, débarrassé de tous ces immigrés, un monde débarrassé de tout ce qui peut être sale. Alors, derrière le sale, on peut mettre absolument tout et n'importe quoi. Donc, c'est extrêmement dangereux, ce genre d'attitude hygiéniste. Bon, là, je dis des truismes, hein, là, mais bon, il me semble qu'ils sont bons à dire. Et ça me fait penser à un très, très bon film qui est sorti là récemment, un petit film californien avec Juliette Moore, qui s'appelait Safe. Où, effectivement, c'est l'histoire d'une fille qui est victime, croit-elle, de la pollution, qui tousse, qui se couvre de plaques rouges, qui maigrit, alors qu'en fait, tout se passe exclusivement dans sa tête, et en particulier, comme par hasard, elle est totalement frigide. C'est quelqu'un qui est aliéné, mais dans le sens de la non-jouissance. C'est aussi une forme d'aliénation complète, quoi. Et vous avez le sentiment, évidemment, on ne peut pas faire de rapport complètement direct entre le roman, parce que le roman, c'est quand même une fiction, et qu'il y a une distance entre la fiction et la réalité. Mais enfin, quand vous parlez de jouissance de l'aliénation, et cette figure de truie qui vit les choses sans les critiquer, sans les peser, sans les sous-peser, est-ce que c'est un petit peu, au fond, un peu un portrait de génération ? Un portrait des gens tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire sans armes critiques, sans armes théoriques, sans culture politique, en particulier pour votre génération.
Là, déjà, je pense que vous dépitez pas mal de clichés, parce que je pense qu'il y a aussi, Autant pour moi. je pense qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui ont, au contraire, une très forte armature théorique et politique, et j'en connais pas mal. Bon, et puis je me permettrai pas de porter un discours général, hein. Si je parle en mon nom, il me semble qu'on est, enfin, moi, je me sens devant un mur parfaitement symbolique et idiot, en fait, qui est le mur de l'an 2000. J'ai d'ailleurs beaucoup envie d'écrire des romans qui parleraient de cette sensation-là, d'un millénarisme rampant, en fait, qui va avec cet hygiénisme. Et c'est sûr qu'il me semble qu'on est certain à être là face à ce mur qui peut avoir le nom du chômage, le nom du fascisme, le nom du SDFisme, hein, en quelque sorte. Et qu'on ne sait pas quel est le bon système pour arriver à franchir ce mur, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais moi, si je parle en mon nom, je ne me permettrai pas autre chose. J'ai l'impression que ce mur, j'ai envie de toute façon de le foutre en l'air et d'avancer. Quel que soit le monde qui sera derrière, même si c'est un monde absolument facho et répugnant, il faudra se battre, il faudra y aller, quoi. On est là pour aller au charbon. Bon. C'est une sorte de livre politique, j'y pense parce que lorsqu'il démarre ce livre, c'est donc la confession de la truie qui dit combien elle a du mal à écrire ce livre, parce que quand on est truie, qu'on est dans la boue, ça salit les pages, Ouais. et puis c'est Et difficile puis elle n'a pas tenir de un doigt, stylo, hein, oui. voilà, de tenir un stylo. Mais en tout cas, comment dirais-je, l'adresse, comme on dit, Mhm. l'adresse au lecteur est très explicite. Elle dit « Je supplie le lecteur chômeur en particulier, de me pardonner ces indécentes paroles ». Cette truie donc sait qu'elle va être obligée de dire des horreurs, hein. Et elle se rend bien compte que finalement son petit problème n'est rien à côté de quelqu'un qui est au chômage, de quelqu'un qui est à la rue, etc. Effectivement, il y a une fraternité entre cette femme qui devient un animal et tous les gens de la zone qu'elle va rencontrer, en particulier les SDF qui sont en voie d'animalisation en un sens, hein, qui deviennent pouilleux et totalement, qui ont énormément de mal à garder une pensée structurée, hein, et ça on le voit dans la rue tous les jours, hein. Discuter avec un SDF, ce sont quand même des gens qui partent totalement à volo. Bon, là aussi je dis des truismes, mais il faut le faire ça, discuter avec ces gens. Et donc effectivement le lecteur chômeur, c'est pas que j'avais envie de lui parler, j'ai l'impression que le lecteur chômeur, il peut être tellement au fond du trou qu'il en a rien à faire de mon bouquin, quoi. Mais il y a une fraternité avec ces gens. Enfin, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est putain, gardez votre énergie vitale. Enfin, essayez d'aller de l'avant. Et Dieu sait que c'est dur, quoi. Mais... Quel est votre public? À qui vous aimeriez vous adresser? Ça J'ai- serait quoi votre public? j'ai jamais vraiment pensé. Parce que bon, chez Paul, c'est une maison d'édition, entre guillemets, de littérature sophistiquée. Il y a des choses qui se lisent très très facilement chez Paul et je pense que ce livre, sincèrement, se lit Oui, très c'est très vrai. Non, facilement. c'est vrai. Bon, il Je y a... le dis, je témoigne. Mon public, j'y ai jamais vraiment pensé. Je sais que j'ai un peu peur que ma grand-mère le lise. J'adore ma grand-mère et j'ai un peu peur avec la culture qu'elle a, etc. Qu'elle comprenne pas très bien pourquoi il y a tellement de scènes de cul et de violence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai peur qu'elle les trouve très gratuites et que ça la choque. À part ma grand-mère, je n'ai jamais vraiment pensé à un public. C'est vrai que, vous dites scène de cul, en réalité, c'est extrêmement transposé. Oui. C'est pas Alina Reyes, puisque c'est vrai que on pourrait imaginer aussi que votre livre s'inscrit un peu dans la filière littéraire depuis une dizaine d'années de femmes qui parlent avec beaucoup de crudité Mhm. de la sexualité féminine, comme Alina Reyes pour Le Boucher, ou encore très récemment Virginie Despentes pour Baise-moi. Je pense que ce que font Alina Reyes et Virginie Despentes est absolument nécessaire aussi. Enfin, c'est vrai qu'il faut trouver une place dans la littérature à ce discours de la sexualité au féminin qu'on a peut-être un peu bâillonné, etc. Je pense que c'est absolument nécessaire. Moi, non, j'ai même absolument pas pensé quand j'ai écrit ce livre. Simplement, me venait sous la plume, de façon nécessaire, des scènes de sexualité qui étaient des scènes d'aliénation et de jouissance. Il fallait qu'elles soient dans le livre, je ne sais pas comment dire autrement. Et elles étaient en parallèle avec les scènes d'aliénation politique et aussi toutes les scènes de la fin qui sont des scènes d'aliénation amoureuse. J'insiste, à la fin, il y a quand même une histoire d'amour très romantique Entre et très le loup forte. et le- Oui, et la truie. ça paraît un peu absurde, mais effectivement, ces deux-là, ils s'aiment, quoi. On n'y peut rien. Donc, non, c'est pas du tout un livre qui s'inscrit dans un contexte érotique ou pornographique. Non, c'est pas ça. J'avais pas envie de parler de ça a priori.
listen to the sounds they make on their way down. I follow with my eyes till they crash. I imagine what my body would sound like, slamming against those rocks. And when it lands, will my eyes be closed or open? Ça aussi, vous aimez bien Marie Dariussec, hein? Oui, c'est Björk, c'est une Islandaise, elle a 29 ans, là aussi c'est la génération. J'aime beaucoup, bon, j'adore sa voix et puis là aussi elle casse des clichés musicaux, elle revisite pas mal de choses et là aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotion, encore un mot malheureusement très galvaudé. Et moi je connais bien l'Islande, enfin j'ai voyagé en Islande et j'y retournerai, c'est un pays absolument fascinant, voilà encore un mot galvaudé. Mais c'est un drôle de pays, c'est le pays où on lit le plus de poésie, oui. Où il y a le plus de poètes au mètre carré. Paraît-il, c'est assez oui. curieux. Oui. J'ai lu ça aussi. Je pense qu'ils s'ennuient quand même pas mal sur leur bout de cailloux là. Non, c'est un pays qui est élémentaire. C'est un pays où il y a la terre et le ciel et l'eau et la glace et le feu. Ça m'a énormément impressionné, énormément plu. Et c'est un de ces endroits du monde, et il y en a d'autres où je me suis... peut-être. Et les déserts, c'est un de ces endroits du monde, et la mer, où je me suis sentie debout sur la planète. Et ça, c'est très important. Cette sensation où on oublie tout, le téléphone, la ville, les répondeurs, etc. Où on est debout sur la planète, et c'est ça qui compte. Et on marche, et on se sent un être humain. Et effectivement, il y a là un aspect animal de l'être humain. On est un corps qui se promène dans l'espace terrestre. J'ai beaucoup envie d'écrire à partir de ça. Et à partir en particulier de cette position entre les 4 points cardinaux. On est toujours placé entre les 4 points cardinaux, géographiquement. C'est quelque chose qui... Bon, on sent l'espace. On sent l'espace autour de soi, et l'espace est beau. Il est forcément beau. Où qu'on soit, il y a quelque chose de beau à voir, et les déserts d'Islande sont quelque chose qui me touche beaucoup. Et par rapport à Truisme, il y a ces moments où elle mange. Alors il y a cette jouissance de la bouffe, hein, et ça peut être des glands, des marrons, ça peut être tout ce que mange un porc, en fait, hein, parce que j'ai pas mal étudié la question. Mais... il y a cette jouissance très terrienne, très terrestre, et où elle est vraiment un être humain pris dans une espèce de chaîne alimentaire, et pas autre chose. Et je ne vais pas faire le grand discours blabla sur l'humilité qu'on a à se retrouver un animal, en être dans l'être humain, etc. Mais c'est cette jouissance d'être au milieu des éléments qui est quelque chose de très contemplatif et de très serein. Et c'est quelque chose auquel on peut se raccrocher, me semble-t-il, quand on est peut-être un peu paniqué. Là, on dérive vers le New Age, ce qui est aussi un ensemble énorme de clichés. Oui. Où il y a quand même presque dangereux, d'ailleurs. Ah oui, le New Age, c'est... Enfin, la divinité Gaïa... Bien sûr, c'est sectaire, de... totalement. Voilà. Hein, le New Age, c'est très, très dangereux. Mais il y a quelque chose dans le contact avec les éléments, qui en tout cas me paraît un vivier pour la littérature. Il y a des choses nouvelles à faire là-dedans. Enfin, là aussi, vivier d'ailleurs exploré. Je pense en particulier à des scènes d'un petit roman de Tournier qu'il avait fait connaître d'ailleurs à l'époque, c'était Vendredi. Oui, bien sûr. Oui. Avec, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. De Fange. Il y a beaucoup de choses à écrire. Ouais. Mais c'est vrai que ce personnage de Truy, c'est un personnage en fait qui dit le devenir animal, mais qui dit aussi l'infrahumanité et l'infrahumanité en particulier, puisqu'il y a énormément de scènes de SDF, de gens qui, à la suite d'accidents divers de la vie, finissent par dégringoler de l'humanité. Et il est très étonnant d'ailleurs qu'à la fin de votre roman, la truie pousse son cou vers la lune, la pleine lune, comme un loup, mais pour retrouver une posture humaine cette fois-ci. Sa cambrure d'humain. Sa cambrure d'humain. De toute façon, c'est un livre ambigu et que je ne maîtrise pas. Tant mieux. À la limite, il est dangereux parce que il faut bien comprendre. De toute façon, écrire, c'est toujours dangereux, mais il faut bien comprendre que la plupart des choses qu'elle dit, tous ces truismes qu'elle débite, évidemment, je n'y adhère pas. C'est une forme de dénonciation. Mais de conjuration, de dénonciation, de... Oh, je ne sais pas. De conjuration, je ne sais. Enfin, j'ai jamais trop compris le sens de ce mot d'ailleurs, mais bon. Mais cette oscillation entre l'état de Truy et l'état humain, elle ne porte aucun jugement là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est le mieux. Tout ce que je sais, c'est que parfois elle est dans l'infra-humain et quasiment l'infra-animal. Elle devient absolument répugnante et elle dérive vers le racisme, etc. Mais c'est pas aussi schématique que ça. Il y a aussi des moments où elle est animale et où elle est extrêmement belle et où elle est aimable au sens on peut l'aimer, on peut la désirer quand elle est Truy. C'est une superbe truie, on peut le voir comme ça aussi. Et on ne sait pas finalement... Ce que je voudrais te dire, c'est que quel que soit l'état dans lequel on se trouve, on peut être aimé, on peut jouir. Bon, je débite déjà des clichés, mais... C'est terrible avec vous parce qu'on a toujours peur de
de tomber dedans. Bah oui, et c'est justement, je sais pas, si j'écris, c'est d'abord contre ça. Écrire, c'est se frayer une brèche entre tout ce qui a déjà été dit, mais au sens tout ce qui a déjà été rabâché, et tout, en particulier le politiquement correct, quoi. Bon, et la pensée unique, etc. Bon, écrire, c'est se frayer un chemin, quoi. Et Vous écrivez après tant d'autres, et y a-t-il des modèles parmi ceux qui viennent avant? il y a des goûts plutôt que des modèles. Je pourrais citer des tas d'écrivains que j'aime énormément. Par exemple? Alors, par Même s'ils exemple, sont des clichés. non, c'est par exemple Jérôme David Salinger qui est Un amour sentimental, L'attrape-cœur. J'ai lu ça à 16 ans, Ouais. j'ai lu 10 fois, je le Mm. connais par cœur. Bon, c'est peut-être pas le meilleur bouquin du siècle, mais c'est là aussi The Catcher on the Rye. ouais, il y a une voix qui est très très forte dans L'attrape-cœur. Et bon, un amour aussi qui me touche beaucoup. Il y a pour ce livre-là Marie Redonné, qui est quelqu'un qui a aussi une voix très forte, que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Et sinon, au niveau des goûts, ben, ça va de Modiano à... qu'est-ce que je pourrais vous dire là, comme ça ça n'a rien à voir avec Modiano, mais Dostoïevski, bon, des choses comme ça, des choses... J'aime beaucoup la retenue de Modiano et la violence qu'il arrive pourtant à faire passer derrière. Et j'aime beaucoup la violence de Dostoïevski et peut-être la retenue qu'il arrive à se faire passer derrière, je sais pas, mais... Et vous arrivez à écrire tout en lisant, ou bien vous vous interdisez de lire quand vous écrivez? Vous Ça, vous tenez c'est- loin de votre bibliothèque, et en particulier de votre auteur, de votre auteur de thèse, puisque vous travaillez également sur l'autobiographie chez Pérec. Ouais, Ça doit être compliqué, non, de pouvoir écrire en dehors. Quand on connaît très très bien un auteur, on a tendance un peu à tomber dedans. Je sais pas comment ça se fait, par quel miracle j'arrive à cloisonner parfaitement mes études littéraires et ce que j'écris. Je n'ai jamais, par exemple, toute la critique littéraire à Roland Barthes, etc., que j'ai ingurgité et avec un certain plaisir, je n'ai jamais ensuite pensé, bon alors là, ce que j'écris, est-ce que c'est structuraliste, enfin bon, je n'ai jamais écrit comme ça, je cloisonne les deux, je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être parce que ça fait très très longtemps que j'écris et que l'écriture n'a jamais été liée pour moi à un apprentissage estudiantin, disons. Donc je lis beaucoup, mais ça, comment vous dire, ça me pose pas de problème. Story book fable is ending as 10 angels are descending. I forget that you are my only friend. Love is my only devotion. 10 little steps to the ocean. 10 nights to decide whether I can live alone. Vous aimez cette espèce de balade de Spain? Oui, ça me plaît beaucoup, oui. Très Vous calme. aimez vous balader?
Et j'aime beaucoup me balader, en Espagne aussi d'ailleurs, mais bon, je me balade beaucoup dans Paris quand je suis pas en vacances. J'écris toute la matinée, enfin j'ai la chance de pouvoir vivre cette vie depuis maintenant presque 7 ans, donc normal sup et puis après une bourse de thèse qui est aussi une bourse d'écriture. Hein. Donc j'écris tous les matins, j'écoute un peu les infos, et puis je vais me promener, j'habite en banlieue, donc je choisis une station de métro dans Paris. J'y vais, et puis j'irradie autour, je me promène. Et finalement, je regarde pas tellement ce qui se passe, mais je pense que ça m'influence à mon insu. Et par contre, là, en marchant, j'écris beaucoup. Il y a des phrases qui me viennent, des projets de livres. Alors là, j'en ai, mais ça me panique. Et je marche comme ça, c'est vrai que le monde me frôle sans que je le voie beaucoup, mais me parle, quoi. Et puis bon, dans ma tête, ça se joue comme ça. Et je pense, enfin, c'est vrai que je me sens, il y a toujours cette conscience, surtout en regardant Paris aujourd'hui, qui est une ville que j'aime beaucoup. Je viens de province, donc en particulier, je me promène beaucoup sur les Champs-Élysées, ce qui fait beaucoup rire mes amis parisiens. Ils n'ont absolument pas idée d'aller sur les Champs-Élysées, quoi. Il n'y a rien de plus ringard, visiblement. Mais moi, j'aime beaucoup les Champs-Élysées. Je les monte et je les descends 4 ou 5 fois, et puis je vois les gens autour, ça bouge, etc. Une espèce de vitrine du monde. Enfin, c'est le centre du monde, quelque part. Et je me sens à 5 minutes de l'an 2000 et il y a une urgence, il faut que j'écrive là-dessus. C'est plus de la science-fiction, c'est presque un autre genre. C'est le genre de la littérature de l'an 2000 qui se fait en 96. Et j'ai envie de parler j'ai en particulier des tas et des tas de scènes de la Saint-Sylvestre de l'an 2000 dans la tête. Bon, là, j'en ai fait une. Bah, là, il y en a une qui est orgiaque, terrible. J'ai vaguement des idées de pièces de théâtre, de préparatifs de cette Saint-Sylvestre, ou alors des Saint-Sylvestres à deux, en couple, ou des Saint-Sylvestres au contraire dans un désert perdu. Des Saint-Sylvestres apocalyptiques Des Saint-Sylvestres, j'ai une vague idée aussi de Saint-Sylvestre passé dans un pays qui ressemblerait vaguement au Rwanda, et où il y aurait une solitude terrible de l'occidental perdu dans cette sauvagerie. Enfin, j'ai des idées comme ça qui me traversent et l'an 2000 c'est demain et bizarrement on n'en parle pas. C'est une espèce beaucoup, de bouche obscure, de bouche sombre. Il y a comme je disais, il y a un mur et puis il faut y aller quoi. Faut y aller, on verra bien ce qu'il y a derrière quoi. On my only friend. Marie Dariussec, merci pour tout cela. Votre roman Truisme sort chez Paul en librairie dans 3 jours. C'était L'Âge des Possibles, le magazine de Sylvain Bourmeau et Thierry Grillet en collaboration avec l'hebdomadaire culturel Les Inrecuptibles. La réalisation est signée Cyril Thomas, Mehdi El Hadj, Catherine Champenois et demain, je recevrai un compositeur de musique contemporaine, Gualtiero Dazzi. Au revoir.